Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo road building. Ça faisait longtemps, donc dans cette vidéo je pense que je vais beaucoup parler. Je vais parler un peu de tout. On va faire l'unboxing, je vais vous montrer comment c'est emballé quand ça arrive de chez Roadhouse. Et ça va être une canne à blanc, j'espère, destinée à la pêche en pélagique avec des grosses têtes plombées, puisque actuellement je pêche beaucoup en vertical avec la 68 MXF qui est très bien de chez Rain Shadow, mais c'est un peu light pour les têtes plombées en 50 grammes. Donc l'idée ici ça va être de monter un blanc pour pêcher en pélagique, puisque je pars dans un mois en Espagne et puis on va essayer de pêcher comme ça là-bas. Voilà, je voulais vraiment vous montrer une fois un unboxing, vous montrer comment c'est emballé, comment ça arrive dans un carton triangulaire comme ça. Voilà, et c'est tellement bien emballé qu'on peut se mettre debout dessus. Hop, voilà. Vous voyez, je suis comme Spider-Man avec un sens de l'équilibre incroyable. Mais bon, en tout cas, ça tient super bien. J'ai jamais eu un colis qui est arrivé avec un blanc cassé. On va déballer ça, voir comment c'est fait à l'intérieur. Tac. Ah, ça c'est toujours un moment excitant. Et voilà, à l'intérieur, tout est calé pour que le blanc soit bien au milieu, en suspension, dans le carton, sur des petites cales en papier bulle. Et au milieu, il y a toutes les pièces qui vont aller pour le porte-moulinet, la poignée. Ah ouais, les petits touches en tissu, ça a l'air pas mal. Donc, vous voyez ici la référence du blanc. C'est le G9966 HFA. C'est un nom un peu barbare, hein, mais bon. Donc comme je vous disais, je pense que c'est des blancs qui sont très peu montés. Donc je me lance un peu dans une aventure. Je ne sais pas ce que ça va donner, même si j'ai ma petite idée en l'ayant mis au comparateur de blanc. Je ne sais pas encore si ce blanc va vraiment faire l'affaire pour ceux à quoi je le destine. Mais en tout cas, avant de le sortir de l'emballage, c'est déjà propre, hein. Pour la comparaison ici, j'ai mis les blancs en charge avec des têtes de 50 grammes. C'est des têtes dont je vais me servir pour pêcher 90% du temps. Et on se rend bien compte que le blanc Ixoga est légèrement plus puissant que le 68MX. Le 68MX est donné jusqu'à 35 grammes. Le Ixoga est donné à 15-60. Alors selon moi, mais c'est toujours pareil, c'est un ressenti, ça va être difficile à retransmettre en vidéo. Il va falloir me faire confiance puisque là je ne peux pas le mesurer précisément. Mais selon moi, elle ne prendra pas 60 grammes, elle va prendre 50 grammes ici, puisqu'on voit que déjà avec 50 grammes, c'est un peu limite. Alors je ne compte pas le poids des leurres, puisque le leurre c'est du plastique, dans l'eau il aura la même densité que l'eau en l'occurrence, donc ça ne va pas tirer sur la canne, outre mesure, plus que ce que ça va tirer ici avec la tête plombée, puisque c'est vraiment le plomb qui va faire descendre le leurre et pas le plastique en lui-même. J'essaye de vous montrer un peu la canne en action. Alors c'est difficile à la caméra, ça va de nouveau être pareil, un ressenti. Donc j'ai toujours la tête de 50 grammes, le leurre n'ayant peu d'influence dans l'eau puisqu'il a la même densité que l'eau. Donc voilà, on voit que si je mets la canne en action, on a vraiment un blanc qui travaille que de la pointe. Et c'est exactement ce que je voulais sur un blanc en pélagique. Donc on le voit hein, vraiment que la pointe qui plie, qui se met en action avec un point dur très haut, ce qui fait qu'on va pouvoir faire des animations fines en pélagique. Par contre, dès qu'on va avoir une touche, on va avoir le point dur tout de suite pour assurer un ferrage efficace. Voilà, un blanc vraiment rapide, qui travaille vraiment bien de la pointe avec un point dur très haut. Après avoir mis le blanc un peu en action ici avec une tête de 50 grammes, l'avoir pris un petit peu en main, pour un blanc qui est donné à 15,60, je le trouve un peu léger. J'aurais plus dit que c'est un 15,50, 10,50 grammes. Il existe néanmoins une façon objective de calculer la puissance d'un blanc, ça s'appelle le Common Sense System. Donc c'est une méthode de calcul qui va nous permettre de calculer ce qu'on appelle l'IP, qui va nous donner la plage maximum d'utilisation d'une canne. En gros, on va charger le blanc ici jusqu'à ce que la pointe descende d'un tiers de la longueur du blanc. Et à partir de cette valeur, on va pouvoir calculer la puissance maximale
du blanc. Donc, voilà, j'ai mis mon blanc en charge ici avec une bouteille que j'ai remplie d'eau au fur et à mesure jusqu'à ce que la pointe de mon blanc ici descende d'un tiers de la longueur du blanc, donc pile 66 cm, puisque j'ai ici de là jusqu'au sol, j'ai 136 cm, et là de la pointe jusqu'au sol il me reste 70 cm, donc j'ai pile 66 cm. Donc le poids de la bouteille va nous donner l'IP de la canne. Donc, je pèse le poids nécessaire à descendre la canne d'un tiers de sa longueur, 708 grammes. Je vous ai mis ici donc un résumé par écrit, j'écris comme un cochon, je m'excuse, des formules utilisées pour calculer la puissance idéale, la plage basse et la plage haute d'un blanc. Donc voilà, le nom ici du système, c'est le Common Sense System, et l'IP qu'on mesure ici, ça veut dire Intrinsic Power, c'est la puissance intrinsèque du blanc, si je vous fais la traduction littérale. Donc voilà, vous avez la puissance idéale de la plage haute, la plage basse, la puissance idéale. Vous retrouvez l'IP dans chaque formule. L'IP ici sur notre blanc, il est de 708 grammes, donc c'est la valeur qu'on a obtenue tout à l'heure en faisant descendre le type du blanc d'un tiers de sa longueur. Vous avez les formules ici, moi j'ai fait le calcul, donc en puissance idéale on est en 44,72, en plage basse 35,51 et en plage haute 67,73. Alors c'est des chiffres théoriques, après moi en termes de ressenti je trouve qu'on est plus dans les 50 grammes, ici entre 50 et 60 grammes, et je trouve ça un peu léger, c'est pour ça qu'on va recouper un peu le blanc et on refera le calcul après. Comme il faut que je recoupe le blanc de plus ou moins 10 cm, je vais le recouper un petit peu à la pointe et un petit peu au butt. Alors vous avez un super article sur Roadhouse qui vous explique les conséquences des coupes au niveau du butt et au niveau de la pointe. Je vous mettrai ça dans la description. En gros, si vous coupez votre blanc au niveau du butt, vous allez perdre en réserve de puissance. Ça ne va pas vraiment jouer sur les plages de puissance effective de lancer de la canne, dans une certaine mesure, hein, si vous ne coupez pas 50 cm de votre butt bien sûr. Et on peut se permettre de couper plus au niveau du butt sans que ça influe vraiment sur l'action de la canne. Alors que si vous coupez au niveau de la pointe, il va falloir y aller avec beaucoup plus de parcimonie, couper centimètre par centimètre. Et là, plus vous allez couper, plus vous allez augmenter la plage haute de votre canne. En sachant que ces deux actions, couper au butt et couper à la pointe, ça va rendre votre canne moins fast. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais couper centimètre par centimètre au niveau de la pointe. Je pense que je vais enlever 2 voire 3 cm maximum au type. Et je vais enlever le reste au niveau du butt pour me retrouver à la longueur voulue. Et avoir une canne qui va effectivement pouvoir prendre 60 grammes en plage haute. Et je vous montre tout de suite comment on coupe proprement un blanc. Pour moi, l'outil idéal pour couper un blanc, c'est une Dremel. Voilà, avec un petit disque et on va faire tourner ça à la vitesse maximale. Vous n'allez pas éclater le carbone. Ensuite, vous pouvez vous servir d'une scie avec les dents le plus fin possible, une scie à métal. Alors ça, je recommanderais de l'utiliser plutôt pour le butt. On va éviter de l'utiliser pour le tip qui est assez fin en général sur une canne. Ou alors, je l'ai déjà fait aussi avec une petite ligne toute fine ici comme ça. Ça marche aussi, mais au niveau du butt. Et par contre, ce qu'il faut toujours faire quand on coupe un blanc, c'est mettre un scotch de marquage autour du blanc. Comme ça, quand on va faire la découpe, ça va éviter que le carbone s'éclate en petites fibres. Il n'y a pas besoin d'en mettre 3 tonnes, hein. Un simple tour autour. Voilà, je vais déjà couper 1 cm. On va voir ce que ça donne. Et ensuite, je couperai 1 cm en plus si nécessaire. Avec cette méthode-là, on se retrouve vraiment avec une coupe très très nette, on n'éclate pas le carbone. Donc voilà, il n'y a vraiment aucun éclat de carbone. C'est vraiment parfait. Là, j'ai coupé un premier centimètre et demi à peu près. On va regarder ce que ça donne. Et puis s'il faut, je recouperai peut-être 1 cm. Et je vous montre la méthode au niveau du butt. Donc là, j'ai tracé mon trait, j'ai mis mon scotch de marquage. Simplement avec cette fois-ci une scie. Voilà, on essaye de rester bien perpendiculaire. On y va doucement, ça sert à rien d'y aller comme un bourrin. Après au niveau du butt, il y aura toujours la partie EVA carbone, ce que vous allez mettre comme butt dessus qui viendra couvrir. Donc si c'est pas très très net, c'est pas non plus dramatique. Voilà ce qu'on obtient, une coupe bien nette. Il suffit d'enlever maintenant le scotch. Voilà. Je précise juste qu'à partir du moment où vous touchez à la structure du blanc, vous le poncez, vous le coupez, vous perdez la garantie sur le blanc. Voilà, il faut simplement le savoir, même s'il n'y a rien de compliqué dans ces actions-là, comme vous l'avez vu.
Comme mon blanc est recoupé à 1,90 m à présent, il faut que ma pointe descende de 63 cm pour arriver à un tiers de la longueur totale du blanc. Donc il faut que je me retrouve à 73 du sol. Donc là j'ai déjà mesuré, hein, dans le voile 73 est là. Donc je suis pile à un tiers du blanc. Donc là j'ai lipé en fait en pesant la bouteille. Je ne sais pas si c'est très clair pour tout le monde, hein, c'est pas évident à expliquer. Et vraiment je fais ce que je peux. Donc là on va peser la bouteille et puis on va connaître notre IP et on va pouvoir refaire nos mesures avec le blanc recoupé. Voilà, 741 grammes, on va partir de là pour faire nos calculs et voir ce qu'on a gagné en coupant 3 cm au type et 5 cm au butt. J'ai refait tous mes calculs avec la nouvelle IP, donc je tombe sur une puissance idéale de 46,86, une plage haute de 70,94 et une plage basse de 37,23. Donc en gros, j'ai gagné 4,79% en plage haute, 2,56 en plage basse et 3,19% en puissance sur la puissance idéale. Voilà, j'espère que j'ai pas perdu la moitié d'entre vous à ce moment-là. Je sais que quand on parle road building, on n'a pas forcément envie de retourner à l'école et de faire des calculs. En tout cas, voilà, comme ça vous avez vu qu'il y a une méthode qui existe qui permet de calculer les puissances des cannes théoriques. Puisque là, ça marche aussi sur le ressenti au final, hein, puisque moi je la ressens plus comme étant une 15-50 alors qu'elle est donnée pour 15-60. Ce qui compte là, c'est qu'en ayant fait les mesures avant et après, je me rends compte que je gagne en pourcentage en ayant recoupé 3 cm au type et 5 cm au butt, donc je suis à ma longueur idéale. Et au niveau du ressenti, je sens que j'ai gagné un peu en plage de puissance. Et ça va correspondre vraiment à ma pêche avec des TP de 50 grammes en pélagique. Maintenant qu'on a coupé le blanc, je vais assembler mes éléments. Le seul problème que j'ai, c'est voilà, ce blanc il est très beau, il est très bien fini, il est livré avec un packaging vraiment, vraiment top. Le seul problème c'est qu'il y a le nom du blanc inscrit dessus, voilà, peint dessus avec les caractéristiques du blanc. Alors c'est bien et c'est pas bien parce que le problème c'est que là ça va pas du tout coller avec l'endroit où je vais mettre ma poignée, donc il va falloir poncer le blanc au moins sur la partie arrière, voilà, pour que je puisse coller ensuite les stickers, mais pas que je me retrouve avec ma poignée ici, que j'ai juste le gavas qui dépasse, enfin ça va donner n'importe quoi. Donc ça va falloir le virer. On va passer au ponçage. J'avais déjà fait une vidéo démontage de canne, donc je vous remontre. Ici on voit le butt que j'ai coupé, on va pouvoir faire un essai dessus. Si vous n'êtes pas sûr que vous avez un blanc que vous n'avez pas recoupé, vous faites vos essais de ponçage vraiment au niveau du butt. De toute façon vous allez toujours coller quelque chose dessus, un fighting butt, donc vous verrez pas si vous ratez. Donc là on voit qu'il y a une partie peinte, une partie non peinte, donc je vais essayer de gratter. Je vous avais montré déjà dans la vidéo comment je procède. Je prends le dos ou d'une lame de cutter ou d'une lame de scie, mais il faut qu'il y ait des angles assez prononcés pour pouvoir gratter la peinture. Alors vous prenez pas la lame, hein, sinon vous allez arracher le blanc, hein. Donc vous prenez et vous grattez comme ça. Voilà, on voit ça part tout seul là déjà en 3 coups. Il n'y a pas besoin d'appuyer comme un bœuf. Ça, vous voyez ce que ça donne. Quand vous avez gratté le plus gros de votre blanc avec votre dos de lame de scie, ensuite ce que je fais, c'est que je prends un papier de verre grain très fin, un 600, et ensuite je finis à l'eau au grain 1000, comme ça on a vraiment une finition nickel. Voilà, j'ai fait vraiment en gros un côté, donc on voit ici, hein, on se retrouve avec le carbone brut, donc ça a pris 5 secondes, hein, mais bon c'était sur un tout petit bout pour vous montrer, et quand je le tourne, voilà, on se retrouve avec la peinture de l'autre côté. Maintenant que j'ai vu comment il se ponçait, on va attaquer sur le blanc, qui là c'est le gros du boulot, ça va encore assez vite, mais bon, si on veut faire un travail propre, il va falloir compter quand même une demi-heure. Après 1 heure d'effort, voilà ce qu'on obtient. Ça a été un peu plus long que prévu pour enlever la première couche de peinture, ça va bien, mais pour vraiment tout bien finir, c'est un peu plus long, mais en tout cas on obtient ce résultat très satisfaisant. Alors j'avais pas filmé, mais j'ai pesé le blanc avant, on va le peser maintenant. J'étais à 57,62 et là maintenant je suis à 55,79. J'ai gagné presque 2 grammes, on va dire 1,80 g. Et pour ceux que ça intéresse, en enlevant 8 cm de blanc, voilà, j'ai gagné 3,5 g, donc pas grand chose. Donc, ce qui fait que j'ai gagné 5 grammes et des brouettes au total sur le blanc d'origine. Maintenant qu'on a notre blanc, on va passer à l'assemblage de la poignée. Je ne vais pas vous montrer ça en vidéo, je vous ai déjà montré ça plein de fois dans des vidéos, vous retrouvez ça aussi sur la chaîne de Roda ou sur ma chaîne. Voilà, là il ne va rien avoir de compliqué, je vous montre juste les éléments que j'ai choisis. Voilà les éléments dans l'ordre du butt vers le type. Donc on va avoir le butt, c'est un EVA BC20, très classique. Ensuite j'ai ici
Le CFX Fighting Butt en carbone, donc ça c'est voilà, avec un cœur en foam, ça va se rimer tout seul. J'ai une poignée CFX Short Casting Grip ici, voilà, pareil, cœur en foam, ça va se rimer tout seul. Ensuite j'ai l'insert pour le porte-moulinet ici. Cet insert c'est le RSI 4 3K, 3K c'est la finition, et c'est l'insert qui va dans ce porte-moulinet. C'est un porte-moulinet que j'ai déjà monté plusieurs fois, que j'ai aussi sur ma 68MX que j'adore. C'est le Razor CCT de chez American Tackle, voilà, une belle finition, très léger. Et puis donc on vient mettre l'insert simplement à l'intérieur, ça s'emboîte parfaitement, c'est fait pour. On colle l'insert sur le blanc, ensuite on enfile le porte-moulinet et on colle le porte-moulinet sur l'insert. Et puis ici, la petite bague en carbone avec le petit anneau en alu de finition pour venir finir la vis ici devant. Si j'arrive à la mettre, hop, voilà, comme ça, simplement. Ça va être très très beau. Ne vous inquiétez pas, hein, ceux qui me connaissent, je vais me lâcher sur les couleurs. Hein. Là, ça a l'air tout noir, mais à mon avis, il y aura du fluo dans les ligatures. Voilà, j'ai collé mes éléments de poignée, tout simplement. Maintenant, on va passer au porte-moulinet. Là, je vais vous montrer comment je procède. Je monte un porte-moulinet ici de chez American Tackle, le Razor CCT, voilà, qui se compose d'une partie ici, du pas de vis, enfin de la partie à visser ici, voilà. Et ce porte-moulinet là, il se monte avec un insert puisqu'il est creux ici. Donc on achète l'insert qui va avec et qui se met pile à l'intérieur. Et moi je complète toujours, pour fermer mon pas de vis, je mets une bague WCS de chez Fuji devant. Voilà, ça rentre pile poil et puis ça ferme bien le filetage. La bague Fuji au bon diamètre. Donc c'est l'insert qui va être collé sur le blanc. Vous avez deux options pour combler l'espace entre le blanc et l'insert. Le scotch ou le shim. Moi j'ai toujours une préférence pour le scotch. Simplement parce que le shim en général, ça marche bien sur les tout petits blancs, sur les toutes petites sections blanques. Mais là, quand on l'aura rimé, si on le rime, celui-là, il va rester vraiment une paroi très très fine. Et souvent, j'arrive pas à rimer bien droit, je rime un peu de travers, le shim se casse, etc. C'est pour ça que je préfère coller du scotch sur le blanc pour combler les espaces. Je vous montre ça tout de suite. J'ai préalablement marqué mon épine, voilà, ici, comme ça je vais savoir comment coller mon porte-moulinet dans ce sens-là, exactement. Et je viens simplement au crayon gras, donc là je l'ai monté à blanc, j'ai pas collé. Je fais la marque jusqu'où il va venir s'insérer. Ensuite je peux l'enlever. Voilà, et on sait qu'on va devoir mettre du scotch sur cette partie-là, d'ici à ici, donc on va faire nos tours de scotch. Là, en disposant la largeur de mon scotch, je vois que je vais pouvoir faire 3 tours à 3 endroits différents. Puis je commence toujours par l'enroulement le plus éloigné. Alors le scotch, on utilise un scotch papier, hein, un scotch qui va s'imbiber de l'époxy ensuite. On n'utilise pas un scotch transparent en plastique, sinon ça va pas trop bien fonctionner. Donc ici j'utilise un scotch un peu papier, voilà. Je viens checker, hop, encore quelques tours. Je préfère toujours mettre un peu trop, hop, comme ça après je peux vraiment ajuster parfaitement. Là j'en ai vraiment un tout petit peu trop encore. On met juste un tour comme ça, hop. Voilà, parfait. On le voit, hein. Ça insère parfaitement bien. Et puis maintenant je vais faire le deuxième enroulement, je vais venir checker, le troisième, je vais venir checker, comme ça j'ai pas besoin, si je commence par le dernier, de revenir à chaque fois, si j'avais commencé par le premier sur le premier, au risque de le dérouler, de l'abîmer. Là celui-là il va plus bouger jusqu'à ce qu'on le colle définitivement, je sais pas si c'est clair ce que je raconte. Comme ça après je vais juste à venir checker le deuxième et après le premier, dans cet ordre là. Voilà, j'ai fait mes trois enroulements, puis quand j'ai fait les trois on peut quand même venir vérifier un coup, donc je vous montre, hein, voilà, ça s'insère parfaitement, tac, jusqu'au bout. Voilà, je viens appliquer mon époxy ensuite, donc j'utilise toujours, moi j'ai toujours utilisé l'époxy bicomposant, 5 minutes, la flex coat, m'a jamais fait défaut, même sur les skeletons. Après j'ai jamais serré ça comme un bourrin, hein, mais puis bon, je pêche pas non plus des endroits où il fait 50 degrés, donc ça se décolle pas.
Puis j'aime bien des fois démonter mes cannes et les refaire. Et c'est vrai qu'avec l'époxy 5 minutes, on arrive en général, on arrive toujours même à démonter. Et en général, on arrive à même récupérer les pièces sans les abîmer. Que ce soit le porte-moulinet, principalement les poignées en général c'est foutu, mais le porte-moulinet on arrive à le récupérer. Voilà, là on est pas mal. Et puis je viens insérer mon insert. J'ai mis une protection sous le blanc, là comme ça la colle va tomber dessus. Hop. J'en ai mis 10 fois trop, mieux vaut trop que pas assez pour bien combler les espaces en dessous. Voilà, là je suis au bout. Je vais venir bien nettoyer ça. Alors moi je vous conseille de prendre votre temps. Moi là j'aime bien travailler vite. De toute façon il me reste de la colle. Donc je viens en tartiner dessus. Hop. Voilà mon reste de colle. Je viens de tartiner dessus. Je le nettoie à la fin. Parce qu'il y aura de la colle dans la partie visible de l'insert. Je le nettoierai bien à la fin. Voilà, donc là j'en mets bien partout. Avec la 5 minutes ça prend assez vite. Mais bon là comme il fait froid dans la pièce, j'arrive à faire tout en une fois. Si vous n'êtes pas sûr, vous refaites un petit mélange de colle. Hein. C'est pas pour le temps que ça prend. On va en mettre un petit peu ici sur la mousse. Histoire que ça vienne bien coller jusqu'au bout. Et c'est là qu'on colle le porte-moulinet bien dans le sens de l'épine. Tac. Et qu'on nettoie tout de suite les excédents avec de l'alcool. Donc ici. Et puis ça sera nickel. On a tout collé en une fois. Parfait. Et je viens tout à la fin coller ma petite bague WCS. J'essaye de faire ça proprement. Je remets de la colle. Donc là j'ai refait de la colle. Pour être tranquille, j'aurais pas eu le temps de tout faire en un coup. Coller proprement le porte-moulinet et la bague. Donc là, comme j'utilise de la colle 5 minutes, j'ai préféré en refaire une petite goutte. Voilà, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Puis je viens plaquer ma petite bague dedans. Je vais nettoyer tout de suite mes petits excédents avec un chiffon imbibé d'alcool à brûler. Alors je l'ai déjà dit, je le redis, pas d'acétone, ça fait cramer les plastiques. Donc vos bagues WCS, elles vont devenir toutes ternes. Si vous utilisez de l'acétone, vous allez les cramer. Ça marche encore mieux que l'alcool pour enlever les traces d'époxy, mais à la fin ça rend dégueulasse. Et puis j'ai toujours mon petit outil, je vous avais déjà montré dans une autre vidéo, donc c'est juste des plaquettes pour séparer les boîtes que j'ai percées. Puis il n'y a plus qu'à laisser sécher et attaquer la suite. Là actuellement j'ai collé mes éléments de poignée, j'ai fait mon vernilon. Je vais passer à la répartition. Donc je vous montre ce que j'ai pris comme anneau pour cette canne. Donc je suis parti sur un KW 8, 7, 6 et un KT 5,5 ici pour la rotation, un tunnel en KT 4,5 et puis l'anneau de 2 sillons en 4,5. C'est relativement petit pour une canne en 15-60, c'est volontaire, c'est une canne qui va principalement pêcher en vertical, même si elle pourra très bien pêcher en lancer ramené. Et je vais pêcher avec une tresse relativement fine aussi, je vais pêcher avec une tresse en 16 centièmes. Puisque de toute façon, c'est des poissons qui vont être pêchés dans des grands milieux sans obstacle, logiquement. Donc on n'aura pas trop de soucis pour combattre les poissons. On va monter ces anneaux en casting spirale, je vais vous montrer ma méthode pour les placer correctement. Pour ma spirale, pour que le fil ne vienne jamais en contact avec le blanc, je commence toujours par placer mon stripper. Donc là, j'ai déterminé ma spé déjà. Donc je viens placer mon stripper à 0 degré vis-à-vis de la sortie du fil du moulinet. Et je viens placer mon dernier anneau ici de la spirale à 180 degrés par rapport à la sortie du fil du moulinet, puisque ces deux anneaux sont toujours dans cette position-là, le dernier à 180 degrés, le premier à 0 degré. Une fois que j'ai placé ces deux anneaux, je vais commencer par les ligaturer, ensuite je vais ligaturer les anneaux de mon tunnel, et je finirai par mes deux anneaux qui composent la spirale. Comme ça, je pourrai vraiment ajuster l'angle des anneaux pour ne pas que le fil vienne en contact avec le blanc.
Là, comme j'utilise des anneaux relativement petits, j'ai volontairement réduit les espacements des anneaux entre la spirale. Donc là, je me retrouve avec 20, 17,5 et 16 cm. Donc plus les espacements sont courts entre les anneaux, moins vous avez de chances que votre fil vienne en contact avec le blanc. Bon, là, on est sur un blanc qui travaille vraiment beaucoup de la pointe et pas trop au niveau du butt, un blanc vraiment fast. Donc normalement le fil ne doit pas venir trop en contact avec le blanc, il faudrait vraiment une forte tension pour que le fil vienne en contact avec le blanc, donc c'est pas une spirale qui est très compliquée à monter. Voilà où j'en suis actuellement, j'ai ligaturé tous mes anneaux sauf les 2 anneaux du milieu de la rotation, donc j'ai ligaturé mon stripper à 0 degré par rapport au moulinet et mon tunnel de l'autre côté, voilà, à 180 degrés par rapport au moulinet. Dans une de mes premières vidéos road building où j'expliquais comment faire un montage spirale, j'expliquais qu'on pouvait se servir d'un rapporteur qu'on imprimait, qu'on perforait au milieu, qu'on plaçait sur le blanc, et comme ça on pouvait calculer ses angles entre les anneaux, puisqu'on passe du striper jusqu'ici, le dernier anneau de la rotation, sur un angle de 180 degrés qu'il faut diviser par 3 espacements. Donc si on divise par 3, ça nous fait 60 degrés, donc on peut très bien appliquer cette méthode, diviser simplement par 3 les angles. Sauf que là où le fil va avoir le plus tendance à venir en contact avec le blanc, c'est quand il est au-dessus du blanc, donc entre les 2 premiers anneaux, et quand il fait sa transition. Après, à partir du dernier anneau de la rotation, de l'avant-dernier anneau de la rotation jusqu'au dernier anneau de la rotation, le fil sera déjà en dessous du blanc, donc il ne va plus toucher le blanc en tension. Donc ce que moi je conseille de faire, c'est en fait, on a 180 degrés, c'est de réduire les angles sur les 2 premières rotations et d'augmenter l'angle sur la dernière rotation. C'est-à-dire qu'on a 180 degrés à diviser en 3. Et je vais par exemple mettre 55 degrés ici, 55 degrés ici et 70 degrés ici, ce qui va nous donner aussi 180 degrés. Et pas avoir des angles 60, 60, 60. Ce qui fait qu'on va avoir un fil qui va avoir moins tendance à venir en contact avec le blanc et qui va mieux passer. On peut aussi imaginer qu'on puisse faire une rotation à 55, 60, 65, voilà, on peut répartir comme on veut. Pour moi, ce qui compte, c'est d'avoir le plus petit angle ici, un angle moyen ici et le plus grand angle ici. C'est comme ça, pour moi, que je vais toujours trouver la meilleure rotation, la rotation la plus fluide possible. Alors, je ne sais pas si on va s'en rendre compte, hein, c'est quand même assez léger, mais on se rend compte que l'angle ici est un peu plus petit que l'angle ensuite ici, et encore plus petit que l'angle entre les 2 derniers anneaux de la rotation. Alors, j'ai monté le moulinet pour vous montrer ce que ça donne monter comme ça. J'espère que le focus va se faire sur le fil. Donc, je vais essayer de suivre le fil. Donc, on arrive au stripper, le 2e anneau de la rotation, l'avant-dernier et le dernier anneau de la rotation. On voit que le fil là, c'est pas en tension, hein, il est tendu mais pas en charge. Et on voit que le fil reste éloigné du blanc malgré le fait que ce soit des petits anneaux. La rotation se fait de façon assez fluide. Voilà, il n'y a plus qu'à ligaturer tout ça et vernir, et je vous retrouve avec la canne finie. La canne est finie, elle est finie depuis un bon moment même, puisqu'elle a déjà fait pas mal de poissons, et des très beaux poissons même, mais je vous en dis pas plus. Je vous laisserai découvrir ça dans une prochaine vidéo spéciale pélagique. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre ça. En tout cas, après quelques sessions avec cette canne, le blanc est vraiment parfait pour l'utilisation que je voulais en faire. Ça correspond parfaitement à mes attentes. Je sais que cette vidéo était un peu compliquée par moment, j'espère que ça vous a plu quand même, et puis je vous dis à la prochaine. Allez, salut!